Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire du risque. Je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Avant de commencer, j'en profite pour vous rappeler que le webinaire est enregistré. Si vous ne voulez pas être vu, il suffit de garder votre caméra fermée et le webinaire sera disponible sur YouTube en début de semaine prochaine. Donc, sans plus attendre, je vous présente nos trois panélistes aujourd'hui, Audrey Groslot, Mathieu Thibault et Marco Barocca-Paccar. Nous parlerons de l'éducation au risque d'inondation dans des écoles secondaires au Québec, une recherche-développement interdisciplinaire. Chantal Derry, qui est présente avec nous aujourd'hui, est responsable du projet. Donc, elle est professeure en didactique des sciences humaines à l'Université du Québec en Outaouais, au campus de Saint-Jérôme depuis 2008, et elle s'intéresse particulièrement au transfert des apprentissages, aux classes multi-âges et au développement de la pensée et de l'empathie géographique. Et pour nos trois panélistes, donc on a Audrey Groslot, qui est professeure titulaire de didactique des sciences et de la technologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Son champ d'expertise est l'appropriation de questions technoscientifiques d'actualité comme le développement et la commercialisation de l'intelligence artificielle et les changements climatiques. Mathieu Thibault est professeur en didactique des mathématiques du primaire à l'Université du Québec en Outaouais, au campus de Saint-Jérôme aussi. Ses spécialisations ainsi que ses intérêts de recherche s'inscrivent parmi les suivants, donc la didactique des mathématiques, les probabilités, la formation des enseignants au primaire ou au secondaire, etc. Il y en avait plusieurs, je vais arrêter là si on veut réussir à passer à travers toutes les biographies. Marco Barocca-Paccar est professeur en didactique des sciences de la nature à la Haute École pédagogique du canton de Vaud en Suisse depuis 2022. Il a obtenu un doctorat en sciences de l'éducation à l'Université de Nantes en 2018 et après une thèse en biologie, une première thèse en biologie en 2005. Il a également été professeur à l'Université du Québec en Outaouais de 2016 à 2022 et ses recherches portent sur l'enseignement de la biodiversité, de la théorie de l'évolution et sur l'éducation au risque. Donc, je vous laisse la parole à vous trois. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Audrey Groslot, heureuse de vous rencontrer. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu et Marco, mais aussi avec Chantal et un autre membre de notre équipe, Alain Maillot, est ici dans la salle. Je vais nous présenter dans quelques petites minutes. Aujourd'hui, le webinaire qu'on vous présente s'intitule Éduquer au risque d'inondation dans des écoles secondaires au Québec, une recherche-développement interdisciplinaire. Interdisciplinaire au sens où euh, dans la séquence, hein, dans l'activité pour d'éducation au risque d'inondation qu'on va vous présenter, il y a tout un volet de mathématiques, un volet de géographie, puis un volet de sciences et technologies, mais aussi au sens des membres de l'équipe. On a des membres de l'équipe qui sont plus du côté hydrologie urbaine, génie côtier, etc. J'y reviens dans quelques minutes. Euh, L'image que vous voyez à droite, c'est une image qui est en quelque sorte l'image qui représente notre recherche-développement interdisciplinaire, c'est-à-dire que vous voyez qu'on va travailler euh, sur les inondations avec des jeunes du début du secondaire, de façon à ce que les jeunes soient capables de s'approprier, bon, les questions qui concernent les inondations, en le faisant de façon relativement sereine, pas avec le gros sourire, mais tu sais, en apprenant à mieux vivre avec le risque d'inondation, à mieux le comprendre et à mieux se préparer aussi. Vous voyez aussi sur le dessin, dans le fond, un volet qui est lié aux statistiques et aux probabilités. Donc, vous reconnaissez les dés que Mathieu vous présente à l'écran avec la souris, la roulette. Vous voyez aussi certains aspects liés davantage aux sciences puis à la géographie, entre autres par l'entremise des affiches que vous voyez à l'arrière de la salle de classe. C'est un petit peu une image qui représente l'ensemble du projet sur lequel on a travaillé. Le projet est financé par le risque et par Ouranos. Et c'est Chantal Derry, dans le fond, qui est responsable du projet. Je vous parle du projet un petit peu plus. Donc, il s'appelle Développer l'éducation à la spatialisation des aléas d'inondation dans les écoles secondaires au Québec. Ça, c'est le nom officiel. Le nom dont je vous ai parlé avant pour la présentation, c'est le nom plus général. Financé par le risque puis Ouranos pour un montant de 111 688 Puis les buts qu'on avait sont écrits là, dans un. C'est pas les buts qui étaient présentés exactement dans la demande de subvention, en fait. C'est les buts qui sont en fait ceux qui sont plus
facile à comprendre dans le fond au quotidien, c'est de clarifier ce qui permet puis ce qu'entrave les programmes de formation en géographie, en sciences et technologies, puis en maths au secondaire quand il est question des risques d'inondation. Tu sais, ça apparaît pas directement dans nos programmes attention, éducation au risque d'inondation. Donc, la première étape, c'était vraiment de voir ben, nos programmes, qu'est-ce qu'ils nous permettent. C'était ensuite, à partir de ça, de concevoir une séquence d'enseignement-apprentissage interdisciplinaire. Donc, la séquence, en fait, c'est une liste de cours qu'on peut faire avec des élèves pour des élèves, dans le fond, du premier cycle du secondaire en éducation au risque d'inondation. On voulait l'expérimenter dans plusieurs classes, ce qui a été fait ce printemps. Mesurer les apprentissages des élèves, puis décrire les points de vue des élèves et de leurs enseignants-enseignantes au sujet de la séquence. Je vous disais que c'était une équipe interdisciplinaire, donc les personnes qui ont travaillé avec nous, les personnes professeurs, il y a aussi plein d'étudiants et étudiantes qui ont travaillé avec nous, un postdoc aussi. C'est une équipe qui est constituée de 6 personnes. Donc d'abord, Chantal Derry qui est avec nous aujourd'hui, qui est responsable du projet. C'est une prof de didactique de la géographie à l'Université du Québec en Outaouais. Donc il y a vraiment un volet qui était autour de l'éducation géographique quand on parle de risque d'inondation. Marco Baraka-Paccar, on vous l'a présenté tout à l'heure. Donc lui est professeur de didactique des sciences. Moi-même aussi, professeur de didactique des sciences. Alain Maillot, qui est avec nous aussi, professeur d'hydrologie urbaine à l'Institut national de la recherche scientifique. Parce que quand on travaille sur l'éducation au risque d'inondation, il y a plein de concepts très spécifiques liés aux inondations. Puis d'avoir des personnes expertes dans le domaine, ben, c'est vraiment essentiel. Même chose pour Jacob Stoll, qui est professeur de génie côtier aussi à l'Institut national de la recherche scientifique. Et Mathieu Thibault, qui est avec nous, professeur de didactique des mathématiques. Donc, si on regarde l'équipe, en fait, on voit vraiment qu'on a plusieurs personnes en éducation, mais dans différents domaines, parce que, tu sais, les inondations, qu'on le veuille ou pas, tu sais, il y a vraiment des aspects qui sont probabilistes, statistiques, il y a des aspects qui sont liés aux sciences, qu'on parle du cycle de l'eau, qu'on parle de bassins versants, des inondations en tant que telles, des types d'inondations, puis aussi des aspects qui sont géographiques. Euh, des aspects de cartographie, des aspects aussi de lecture du territoire pour être capable de mieux comprendre, dans le fond, où les inondations sont les plus probables. Donc voilà, c'était une petite présentation de l'équipe. Merci Audrey. Alors, je vais continuer avec cette question, qu'est-ce que l'éducation au risque d'inondation? C'est une grande question, hein. L'idée n'est pas d'y répondre peut-être totalement, mais de mettre quelques éléments qui ont guidé un peu ce projet depuis le début, à travers quelques questions. Alors la première, c'est comment est-ce qu'on peut concevoir le risque quand on parle d'une éducation au risque d'inondation? C'est un aspect évidemment essentiel. Il y a parfois une confusion qui peut être faite entre l'aléa et le risque. Donc, on a eu un travail à faire de clarification sur qu'est-ce qu'on appelle un risque et puis comment on s'y retrouve dans cette complexité qui est liée à cette définition du risque. On s'est pas mal structuré autour des questions d'aléa, d'exposition et de vulnérabilité, justement, pour sortir de ça, avec, en rapport avec ce que disait Audrey, la spécificité qu'on a dans ce projet éducation d'avoir un cadre d'enseignement et qui fait que cette définition du risque est hétérogène parfois entre les disciplines scolaires. Donc il y avait cette idée de se faire un cadre commun autour de ça. Deuxième chose, une question qui s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on vise avec un enseignement de l'éducation au risque d'inondation? Alors évidemment, en cadre scolaire, on vise toujours une acquisition de connaissances disciplinaires. C'est le rôle de l'école. Donc on n'y échappe pas, mais on a bien conscience que l'éducation au risque d'inondation, c'est pas que l'acquisition de connaissances disciplinaires sur qu'est-ce que c'est que le risque d'inondation. C'est une éducation au risque, donc ça implique de se poser la question de l'effet que cette éducation peut avoir sur la capacité qu'auront des jeunes à évaluer un risque, en l'occurrence le risque d'inondation, éventuellement à mitiger ce risque et ou à s'y préparer, en tout cas à se préparer à la survenue de l'aléa, plus précisément, euh, par rapport à ce programme éducatif qu'on souhaitait développer. Donc ça a guidé aussi notre réflexion de se dire, oui, il y a des connaissances disciplinaires, mais pas que. Et en même temps, il faut que ces choses-là s'articulent entre elles.
Ensuite, autre question, en quoi est-ce que c'est lié au programme de formation? Oui, ça c'est une question essentielle quand on parle d'éducation en milieu scolaire, parce que on doit suivre des programmes de formation qui ont leur structure, leurs particularités. Dans le cadre qu'on a abordé là, on vous l'a dit, il y a les mathématiques. Donc en mathématiques, il y a des éléments dans les programmes sur les statistiques et probabilités. Il y a les programmes de sciences où on va trouver la notion de catastrophe naturelle, de cycle de l'eau et de bassin versant. Et puis les programmes de géographie où on parle de territoire, notamment de territoire urbain, de risques et de cartographie. Donc il y a ce besoin d'articuler ces différents éléments, d'où la question suivante, pourquoi est-ce que ça doit être absolument interdisciplinaire? Parce que la structure des systèmes éducatifs étant disciplinaire et la question du risque étant pas de nature purement disciplinaire, ça nous force quelque part à ce regard croisé entre les trois disciplines, donc mathématiques, sciences et géographie. C'est un phénomène complexe. On comprend assez rapidement que l'aborder par un seul regard risque d'être limitant. Mathieu Thibault reviendra sur notamment les aspects statistiques et probabilités qui ne sont pas forcément toujours reliés à cette question du risque et du risque d'inondation dans l'enseignement tel qu'il se fait de manière classique ou coutumière. Et puis, dernier point peut-être qui est aussi important, c'est en quoi est-ce différent d'une communication relative au risque d'inondation? Alors, c'est une vraie question, évidemment, ça se rejoint, hein, on n'est pas à l'opposé du tout, mais la spécificité d'une éducation en milieu formel, c'est justement ce cadre scolaire structuré autour de disciplines, avec tout ce qui comporte un cadre horaire, des enseignants, des plans d'études à suivre, voilà, dans lequel il faut réussir à construire quelque chose qui est un objet, l'éducation au risque d'inondation, qui n'est pas déjà naturellement là, il est traité par toutes ces disciplines, mais il n'est pas pris en tant qu'objet général par toutes ces disciplines-là. Et donc, c'est un peu différent au sens d'une communication, dans le sens où il faut à la fois réussir à mettre en place cette éducation et en même temps la faire rentrer dans des cadres disciplinaires, des contraintes horaires, des fonctionnements d'établissements scolaires pour réussir à faire quelque chose qui puisse fonctionner concrètement dans les milieux. Voilà pour moi. Très bien, donc merci Marco. Donc maintenant que tout ce contexte-là a été expliqué, nous, un des constats qu'on a fait, c'est qu'il y avait peu de matériel pédagogique, donc on voulait développer en fait du matériel à préparer pour les élèves, vraiment dans le but de les sensibiliser aux risques d'inondation. Puis il y en avait peu de matériel qui existe sur les risques d'inondation. Donc là, c'est un peu là qu'a pris forme, en fait, l'idée de recherche-développement, là où on a à la fois des besoins de recherche, des objectifs de recherche, mais aussi des objectifs de développement de ressources. Donc, euh, parmi les ressources qui ont été développées, il y a une ressource qu'on juge assez importante, une belle retombée de notre projet, c'est les capsules vidéo. On ne savait pas dans quoi on s'embarquait au début que ça nous prendrait autant de temps, pour être tout à fait honnête, mais on s'est embarqué avec des bonnes discussions de l'équipe des didacticiens et de l'équipe avec Jacob et Alain qui ont pu nous dire qu'est-ce qui est vraiment important comme concept à comprendre pour bien comprendre les inondations. Donc là, on en est venu à développer en fait 8 capsules de 3 à 6 minutes, donc qui se veulent plutôt courtes, vulgarisées pour des élèves de deuxième année du secondaire, donc des élèves de 13-14 ans. Et on y aborde à la fois ces concepts, donc cru, décru sur cote, une autre sur l'aléa, l'exposition, la vulnérabilité et le risque, un sur la période de retour, une autre capsule sur ce qu'est une zone inondable. Puis ensuite, on a 4 capsules qui décrivent les 4 types. Là, on a distingué les 4 types d'inondations qu'on voulait que les élèves distinguent. Donc, inondation pluviale, par en bac de glace, fluviale et côtière. Donc, ça c'est une des parties. C'est une partie, en fait, des ressources qu'on a développées dans le cadre de la recherche-développement. Je vous parlerai aussi tout à l'heure de la séquence d'enseignement aussi. Mais pour vous donner une idée de ces capsules vidéo-là, en fait, qui sont disponibles, accessibles en ligne sur la chaîne YouTube du risque. Donc, je vais à l'instant là, partir la première capsule de la série des 8 sur cru, décru et surcote, ce qui va vous donner une bonne idée, en fait, de qu'est-ce qu'on aborde dans ces capsules-là. Les inondations sont le type de catastrophe naturelle le plus fréquent au Québec.
Comme la majorité de la population québécoise habite à proximité d'un lac, d'une rivière ou du fleuve Saint-Laurent, cela signifie qu'un grand nombre de municipalités sont exposées aux inondations. Dans cette capsule, nous allons expliquer ce qu'est une crue, une décrue et une surcote. Afin de bien comprendre ce qu'est une crue et une décrue, il faut d'abord préciser ce que sont le débit et le niveau d'un cours d'eau. Le débit correspond au volume d'eau transitant par une section d'un cours d'eau par unité de temps et est généralement exprimé en mètres cubes par seconde. Le niveau est la hauteur atteinte par la surface de l'écoulement d'un cours d'eau mesurée à partir d'un point de référence. Le niveau est généralement mesuré en centimètres ou en mètres. Il t'est peut-être déjà arrivé de remarquer une règle en bordure d'un cours d'eau. Elle sert justement à mesurer son niveau. C'est à l'aide d'une station hydrométrique, comme celle-ci, qui est en fait une petite cabane dans laquelle il y a des instruments de mesure, et en faisant des jaugeages, c'est-à-dire en allant directement dans un cours d'eau, qu'on peut mesurer le débit et le niveau d'un cours d'eau. Plus de 700 stations hydrométriques ont été en opération à un moment ou à un autre sur le territoire du Québec, dont 270 sont toujours en opération. Mais qu'est-ce qu'une crue? Une crue est un phénomène naturel désignant l'élévation du débit et du niveau d'un cours d'eau. Elle peut être causée par de fortes précipitations, la fonte des neiges ou des épisodes de pluie alors qu'il y a de la neige au sol. On dira qu'une rivière est en crue lorsque le niveau et le débit de la rivière augmentent. Une fois atteint le débit maximum de crue, on dira que la rivière est en décrue. Cela signifie que le niveau et le débit diminuent. Il est important de signaler qu'une crue n'entraîne pas nécessairement une inondation. En effet, si la crue fait en sorte que la rivière sort de son lit, alors il y aura une inondation. Par contre, si la rivière demeure dans son lit, alors il n'y aura pas d'inondation. La rivière sera en crue, mais cela ne causera pas d'inondation. Quand les crues se produisent en milieu naturel ou non habité, elles peuvent avoir des effets bénéfiques, comme en Égypte, où la crue du Nil servait à enrichir le sol et favoriser l'agriculture année après année. Toutefois, quand les crues se produisent et qu'il y a des infrastructures comme des routes ou des maisons qui sont situées à proximité, les crues peuvent causer des dommages importants, par exemple en détruisant des routes. Parlons maintenant des surcotes. Les surcotes concernent les régions côtières, par exemple les régions le long de l'estuaire du Saint-Laurent, qui sont affectées par les marées. Si on regarde la courbe normale d'une marée, on voit que l'eau monte et descend au fil des marées hautes et des marées basses. Une surcote correspond à une augmentation du niveau de l'eau supérieure au niveau d'une marée normale. C'est la ligne bleue que tu vois. Comme pour la crue, s'il y a une surcote, cela ne signifie pas nécessairement qu'il y aura une inondation des zones côtières. Toutefois, si la surcote est très élevée, alors il y aura une inondation côtière. Les surcotes peuvent être causées par des systèmes météorologiques de basse pression, comme les ouragans qui font monter le niveau de l'eau et s'accompagnent de vents violents et de fortes vagues. Plus la dépression est forte, plus le vent est fort et les vagues sont grandes, plus grande est la probabilité d'une inondation côtière. Maintenant que tu en sais un peu plus sur les crues, les décrues et les surcotes, est-ce que tu connais un cours d'eau près de chez toi qui est parfois en crue ou une zone côtière affectée par des surcotes? Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'était une capsule ici qui était d'une durée de 3 à 4 minutes. Là. Donc, on en a, comme je disais, entre 3 et 6 minutes là, sur les différents sujets que j'ai énumérés tout à l'heure. Donc, ces capsules-là sont utilisées tout au long de la séquence d'enseignement. Puis, justement, je vais vous montrer maintenant à quoi ressemble un peu cette séquence-là. Et pour ce faire, je vais vous montrer notre site web qui est tout nouveau, tout neuf, qu'on vient tout juste de publier dans les derniers jours. Donc, il reste encore des petits endroits en construction, mais on était suffisamment avancé pour le partager. Donc, je voulais vous montrer notre site web dans lequel on présente au départ sur la page d'accueil un petit peu les différentes sections qui se retrouvent du site web. On a donc l'accueil, le contexte du projet où on explique un peu le contexte et l'équipe. On a ensuite, j'y reviens à la séquence d'enseignement, on met aussi nos diffusions, publications et présentations jusqu'à ce jour, puis comment nous joindre. Et là, l'endroit que je vais vous montrer plus particulièrement, c'est la séquence d'enseignement. Donc, la séquence d'enseignement, on a fait un petit résumé ici qui explique qu'en fait, on a environ une quinzaine de périodes environ qui sont réparties sur 6 blocs. Donc, on a 6 blocs ici.
qu'on peut voir qui sont liés aux différentes disciplines. Donc, certains blocs qui sont interdisciplinaires, d'autres qui sont spécifiques en sciences, en géographie, en mathématiques, parfois plus d'une discipline à la fois. Et pour chacun de ces blocs-là, ben, il y a quelques activités qu'on retrouve qui peuvent être expérimentées avec les élèves, qu'on a déjà expérimentées dans une dizaine de classes. On vous parlera de quelques résultats tout à l'heure. Donc ça, c'est la séquence Et il est à noter aussi, bon, on pourrait ajouter plus de précision, mais ces blocs-là sont pas prévus non plus pour se faire nécessairement successivement un après l'autre. Donc, c'est possible pendant on commence le bloc 1 qui parle du portrait des inondations du Québec. Ce serait possible que l'enseignante de sciences, par exemple, commence à parler du bloc 2 pour comprendre l'hydrographie. Donc, il y a des activités qui peuvent aussi se faire en parallèle vu que c'est une séquence interdisciplinaire. Donc, je reviens ici pour vous montrer maintenant un exemple d'une des tâches dans tout le tableau, là. Ce sont des tâches, des activités qui peuvent être, qui sont accessibles maintenant pour les élèves qui sont visés premier cycle du secondaire, donc des élèves de 12 à 14 ans. Je vous donne un exemple une des activités, en fait, qui est la dernière activité du bloc en mathématiques, plus particulièrement en probabilité. Je vais vous donner un bref aperçu, mais il y a une petite mise en situation au départ qui dit que la municipalité fait appel à toi pour préparer un plan d'urgence en cas d'inondation, que c'est bien important d'avoir un plan d'urgence. Et là, ici, ben, il y a une mise en situation où on nous dit que il y a des fortes pluies, il y a une probabilité qu'une inondation survienne dans le secteur, qui est de 2/5, puis on propose de mettre des sacs de sable, puis on sait que 80 les 90% des résidences vont être adéquatement protégées par les digues formées par les sacs de sable. Et là, on se demande ici, est-ce que il y aurait un dommage causé à ces résidences-là? Quelle serait la probabilité d'avoir un dommage? Donc, on demande aux élèves de représenter la situation avec un diagramme en arbre et ensuite de calculer la probabilité. Vous voyez ici le guide d'enseignement. Donc, tout ce qui est en vert, en fait, ce sont des notes pour l'enseignante, l'enseignant, qui sont des pistes un petit peu de pilotage pour donner qu'est-ce qui est visé par cette question-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire. On pourrait préalablement faire des situations plus simples si les élèves n'ont pas été habitués à faire un diagramme en arbre. On pourrait faire des situations avec lancer deux, trois pièces de monnaie, par exemple, ou des tirages de billes avec ou sans remise dans ce cas-là. Donc, ce sont des notes comme ça pour les enseignantes et enseignants, pour leur donner une idée de comment piloter ces questions-là, sur quoi mettre l'accent aussi dans certains cas. Je vous donne, bon, ensuite, ça vous donne une idée là, que les capsules vidéo sont intégrées à même la séquence. Donc, on nous dit ici, on guide, ben, après avoir vu la capsule vidéo sur l'aléa, exposition, vulnérabilité et risque, maintenant, ton enseignant te montre des conséquences réelles d'une inondation dans un endroit du Québec. Et là, on demande de qualifier le risque d'inondation de manière qualitative, allant de nul à très élevé. Et là, ici, on demande est-ce qu'une méthode de protection supplémentaire devrait être envisagée. Et là, ici, pour bien comprendre de quoi on parle, c'est qu'en fait, ce que l'enseignante ou l'enseignant va montrer, ce sont des exemples d'inondations qui ont été vécues dans le passé. Donc, on a documenté ici, depuis 1974, on a documenté des exemples d'inondations et on a écrit c'est quel type d'événement, quelle région a été impactée, quel événement météorologique, hydrologique, puis la nature et l'ampleur des dommages, avec quelques commentaires. Et là, ce qu'on suggère, c'est justement que l'enseignante ou l'enseignant peut prendre un exemple comme celui-ci. On a pris celui-ci ici, je vais mettre un peu plus gros, de la région de l'Outaouais, dans notre cas. Et là, on peut dire aux élèves, bon, voici l'inondation qui s'est passée en juin 2011, il y a eu des fortes pluies, puis il y a eu 600 résidences inondées, plusieurs routes affaissées. Donc, est-ce que vous pensez, selon vous, à ce moment-là, qu'il faudrait avoir des mesures de protection supplémentaires? Et là, on peut en donner des exemples, justement. On peut le laisser ouvert comme ça. Il y a des enseignants qui préfèrent le laisser plus ouvert, mais on donne aussi des exemples. Par exemple, ici, voici des méthodes de protection possibles. On peut réinstaller complètement la maison, mais là, ce sont des coûts d'argent très élevés, mais c'est très, très efficace. On a ici évalué à 99%. On pourrait faire un rehaussement, une protection totale, des murs de protection, protection partielle. Et là, l'idée, c'est de faire discuter les élèves pour voir, selon ces informations-là, quelle est leur tolérance au risque, puis à quel point
on pense qu'une méthode de protection serait nécessaire plutôt qu'une autre. Donc ça peut être intéressant en fait de faire discuter les élèves là-dessus. J'avance encore. Et là, après ça, selon ce que les élèves vont dire, peut-être qu'ils vont dire, OK, on fait construire des murs, par exemple. Et là, on montre des conséquences encore plus désastreuses. Et là, dans ce cas-là, on demande, qualifie à nouveau le risque d'inondation. Et là, on peut, par exemple, voici un exemple d'une autre inondation en 2019 où là, on avait eu une crue printanière très, très, très forte, en fait, où il y avait même eu une personne, un décès, 10 000 personnes évacuées et 6 600 maisons inondées. Donc là, c'est pour remettre en perspective encore, de manière encore plus importante, en fait, les dommages par rapport au premier exemple. Et là, de redemander encore une fois, de voir un petit peu avec les élèves, quelle est votre tolérance au risque, qu'est-ce qu'on devrait faire en termes de méthode de protection. Donc voilà. Puis après ça, ben, on avait d'autres questions aussi pour simuler une période de retour de 20 ans, par exemple, d'utiliser du matériel. Et on avait d'autres calculs ici là, pour les élèves. Mais bon, là où je voulais attirer votre attention, c'est vraiment dans cette activité-là. C'était vraiment d'amener les élèves à prendre des décisions. Donc, d'avoir certaines informations sur les inondations et de les amener à discuter puis à prendre des décisions. Donc, c'était ça le but, en fait, de cette tâche-là dont je voulais vous montrer brièvement. Et maintenant, Audrey qui va vous parler un petit peu de la tâche, une autre tâche sur le risque. Oui, donc c'est une tâche qui est celle-ci relativement vers la fin du volet relatif aux sciences dans le projet. Donc, une fois rendu là, les jeunes ont vu ben, ce qu'était une inondation, différents types d'inondations. Ils ont vu aussi ce qu'était l'aléa, l'exposition, la vulnérabilité et le risque. Fait que c'est l'espèce de tâche intégratrice pour le volet sciences et technologies. Donc, c'est l'idée, dans le fond, de travailler avec des mises en situation pour pouvoir être en mesure d'évaluer le niveau de risque. En fait, d'essayer de comprendre à partir de la mise en situation, bien, de quel type d'aléa on parle, tu sais, quel type d'inondation, euh, comment on pourrait qualifier la vulnérabilité, puis c'est quoi les éléments de vulnérabilité qui sont présents dans la situation, puis aussi qu'est-ce qu'il y en est de l'exposition, donc qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est plus ou moins exposé. Donc, il y a quelques mises en situation. Je vous en lis une première pour vous donner une idée. Donc, tu habites dans une ville où les pluies fortes amènent souvent d'importantes accumulations d'eau dans les rues. Par ailleurs, les refoulements d'égouts sont pas rares. Ton quartier est constitué de petits duplex dont les deux côtés sont constitués d'un sous-sol habitable, les chambres sont au sous-sol, et d'un rez-de-chaussée où on retrouve la cuisine, la salle à manger et le salon. La municipalité souhaite détruire un milieu humide avoisinant pour en faire un parc industriel. Ton quartier compte toutefois plusieurs espaces verts. Je vous en lis une deuxième mise en situation, là, je ne vous les lirai pas toutes, mais pour vous donner une idée. Tu habites dans une municipalité qui se situe le long d'une rivière où des glaces tendent à s'accumuler chaque année. Cela dit, un travail sérieux est fait avec la grenouille. La grenouille, c'est la machinerie là, qui permet de défaire les glaces qui peuvent mener à des embâcles ou que ça peut déjà être des embâcles, là, mais dans le fond, c'est de la machinerie pour éviter le plus possible que des embâcles se forment et causent des inondations. Un quartier se situe tout près de la rivière, mais la municipalité prépare et distribue des sacs de sable aux besoins. Les citoyens et citoyennes de la municipalité font preuve de solidarité pour placer les sacs de sable pendant que les personnes qui habitent près de la rivière montent les objets de valeur en hauteur. Cette corvée annuelle fonctionne plutôt bien, à un point tel que la municipalité réfléchit à la possibilité de permettre de nouvelles constructions dans le quartier. Donc, ce sont des exemples de mise en situation. Si on va un petit peu plus bas, ce qu'on amène en fait, ce qu'on suggère en fait, c'est que l'enseignant ou l'enseignante distribue des mises en situation à des équipes d'élèves ou pourrait faire chaque mise en situation aussi, mais pour en venir à l'analyser. Donc, quelle mise en situation t'a-t-on attribué? Donc, par exemple, la première, là, qui était l'endroit où il y avait des inondations urbaines pendant l'été, là, quand il y avait des fortes pluies, puis où c'était des petits duplex avec les chambres au sous-sol. Donc, les sous-sols étaient habités, puis comme essentiels. Type d'inondation, ben, ici, on était dans les inondations pluviales. Est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient diminuer ou augmenter la possibilité de survenue de l'aléa? Donc, c'était une première réflexion. Comment pourrais-tu qualifier de manière approximative, parce qu'évidemment, c'est juste approximatif, là, la probabilité de survenue de l'aléa d'inondation dans la mise en situation qui t'a été attribuée, de très faible à très élevé? Est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient diminuer ou augmenter l'exposition? Donc, même principe. OK? Donc, on réfléchit à l'aléa, la probabilité de survenue de l'aléa.
on réfléchit à l'exposition, on réfléchit à la vulnérabilité. Puis dans chaque cas, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on amène les jeunes à sortir les éléments qui peuvent augmenter ou diminuer la probabilité de survenue de l'aléa, la vulnérabilité, puis l'exposition. Puis on leur demande dans chaque cas d'évaluer euh, à quel point ils considèrent que la vulnérabilité, par exemple, elle est de très faible à très élevée, de façon approximative. Quand c'est fait pour les trois, l'aléa, la vulnérabilité, l'exposition, on leur demande de rapporter les évaluations qu'ils ont fait. Donc, la probabilité de survenue de l'aléa, est-ce qu'elle est très faible, est-ce qu'elle est moyenne, est-ce qu'elle est euh, élevée, etc. Même chose pour l'exposition et la vulnérabilité. Puis on se rappelle que le risque, c'est considéré comme l'intersection des trois. Donc, encore une fois, ça doit être fait de façon approximative. On n'a pas une matrice qui dit que si ceci est élevé et que ceci est faible et que ceci est très élevé, ben, ça ne dit pas qu'est-ce que ça donne. Il faut y aller de façon approximative. Mais on amène les jeunes à estimer de façon approximative, évidemment, c'est estimé, donc d'estimer le risque de façon générale, puis de réfléchir à des mesures à prendre pour diminuer le risque. Bien sûr, un retour en groupe est fait. Il y a un corrigé qui est fourni aux personnes enseignantes. Puis là, évidemment, quand on estime le risque, des fois, on a coché deux choses en disant que c'est un élève pourrait dire dans tel cas que c'est un risque de moyen à élevé, là, parce qu'évidemment, c'est approximatif. Et on propose des éléments à discuter pendant le retour en groupe. Donc, ça, c'est la tâche que je voulais vous présenter. Donc, le corrigé qui présente des éléments de réponse. Des fois, c'est dit très explicitement, des fois, c'est dit plus implicitement dans la mise en situation. Donc, c'est discuté dans l'espèce de corrigé qui est fourni pour les personnes enseignantes, puis que l'enseignant ou l'enseignante peut le fournir aux élèves aussi s'ils le souhaitent après l'activité. C'est vraiment au choix. Donc, collecte de données, parce qu'il y avait comme deux volets à notre projet. Volet 1, ben, on a dit qu'il y en avait plus que ça. Vous vous souvenez, tantôt, je vous ai présenté les objectifs. Tu sais, il y avait l'objectif de voir où ça se situait dans les programmes. On en a moins parlé aujourd'hui. On avait celui de produire une séquence. On vient de vous en parler. On avait celui de l'expérimenter avec des élèves. Donc, ça a été expérimenté avec 9 groupes d'élèves pour un total de 172 jeunes, donc parfois en sciences et en géo, parfois sciences, géo, maths. Et les activités suivantes ont été faites avec les groupes. Là, vous pouvez voir que dans certains cas, il y a eu des sorties sur le terrain. Il y a toujours eu pré-test, post-test dont Marco va vous parler tout à l'heure. Donc, pré-test, post-test, c'était l'idée de mesurer certaines choses avant de faire la séquence, donc des connaissances sur les inondations, sur le risque, le souhait de se préparer, etc. Leur compréhension aussi du risque en général, donc pré-test, post-test. Il y a eu des entrevues avec les élèves. Il y a en groupe, donc c'est ce qui est appelé focus group. Il y a des tâches, des travaux des élèves aussi qui ont été recueillis. Et il y a des entrevues individuelles qui ont été faites avec 6 enseignants et enseignantes, donc avec qui on a pu discuter de la façon dont ça s'est passé en classe. Oui, alors pour les résultats des pré-tests post-tests, donc il y a eu un test qui a été donné avant la mise en œuvre donc, de la séquence d'enseignement et puis un test à la fin. C'est vraiment des résultats préliminaires parce que là, on est vraiment en train de finaliser le fichier de données, donc c'est des tout premiers résultats. Mais pour donner quelques indications de ce qu'on a pu mesurer de manière assez générale, quelques exemples. Donc, on a demandé aux élèves, par exemple, de choisir euh, parmi les 4 réponses qui sont en dessous. Donc, on leur dit, on distingue 4 grands types d'inondations au Québec et on leur propose de choisir soit les inondations côtières, parembacles, fluviales et urbaines, c'est le bleu un peu sombre, donc qui était à 32% dans le pré-test avant qu'ils fassent leurs apprentissages sur cette séquence et qui passe à 90% dans le post-test. Alors, c'est la bonne réponse, entre guillemets, c'est la manière classique de distinguer les 4 grands types d'inondations au Québec. Donc, on voit bien un effet fort de la séquence, ce qui est plutôt rassurant, hein, c'est-à-dire que les élèves ont quand même appris des choses sur les inondations. Alors, on a toute une série d'autres questions, je ne vais pas vous les présenter, mais ça montre ça. Et puis, le reste, c'était des réponses proposées qui font du sens, mais qui ne sont pas les distinctions classiques.
Et on voit qu'on passe d'une situation très partagée à une situation où la plupart des élèves ont compris ces quatre types-là. Sinon, alors, on a ces aspects connaissances, hein, mais comme on l'a dit, il y a aussi toute une partie de ce qu'on veut étudier qui est en lien avec la perception du risque, avec l'intention de se préparer face à ce risque. Donc, on leur a par exemple demandé si seuls les gens qui habitent au bord d'une rivière ou d'un fleuve peuvent être inondés. Si on regarde en pré-test, on est à presque 20% des réponses qui sont aux alentours de... Enfin, qui disent cela, que seuls les gens au bord d'une rivière peuvent être inondés. Ce n'est pas très élevé, mais c'est quand même élevé, sachant qu'évidemment, ce n'est pas le cas. Et à l'issue de la séquence, ben, on voit que cette chose-là s'est aussi très nettement améliorée. C'est un nombre qui devient beaucoup plus faible d'élèves qui voient ça. Alors, on a fait des tests statistiques en première approche, c'est significatif la différence. Deuxième chose qu'on leur a demandé, c'est est-ce qu'ils ont les informations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures préventives? Alors, c'est toujours délicat avec des élèves de cet âge-là, ils ne sont pas totalement en capacité de mettre complètement en œuvre les mesures préventives. On pourra en rediscuter. Il y a des études qui montrent qu'ils ont un impact très fort sur la mise en œuvre de ces mesures préventives dans les familles et dans les communautés, mais ce n'est pas un impact complètement direct la plupart du temps. C'est plus parce qu'ils vont en parler et puis que ça va faire que leurs parents et la communauté dans laquelle ils sont insérés va mettre en place ces choses-là. Donc, le fait qu'ils aient les informations, c'est déjà un élément essentiel pour ça. Et à nouveau, là, on voit qu'on passe d'environ 32% avant cette séquence à 80% après d'élèves qui estiment avoir les informations nécessaires. Et évidemment, c'est un changement important. Et puis, le troisième exemple que je veux présenter, c'est par rapport à leur sentiment d'être capable de mettre en pratique, alors là, en l'occurrence, un plan d'évacuation en cas d'inondation à l'école suite à cette séquence. Alors, c'est un élément qui est aussi important, celui-là, parce que effectivement, ils passent une partie non négligeable de leur temps à l'école. Donc, c'est un lieu où c'est important qu'ils puissent être capables de gérer ce type de risque. Et on voit qu'à nouveau, on a une assez forte augmentation de leur impression d'être capable de mettre en pratique un plan d'évacuation. Évidemment, c'est déclaratif, hein, on n'a pas fait des simulations de plan d'évacuation, mais ça montre quand même qu'en tout cas, les élèves, eux, se sentent, pour un certain nombre, plus capables après la séquence K. Quelques résultats préliminaires aussi liés aux tâches que des élèves ont fait. Là, on est en train d'analyser, mais c'est ceux plus spécifiques aux mathématiques. On a remarqué que de nombreux élèves sont en mesure de faire les calculs de probabilité. Puis, tu sais, ça fait partie de ce qui est à apprendre, par exemple, là, comme la tâche que Mathieu vous a présentée tout à l'heure, et ça fait partie de ce qui sont supposés apprendre au début du secondaire. Donc ça, c'est intéressant. C'est pas surprenant, mais c'est intéressant qu'ils y parviennent à le faire en bon nombre. Il y a la question des événements possibles qui nous a surprise quand on a analysé les tâches de mathématiques, en ce sens que pour plusieurs, les élèves comprennent bien qu'il y a des événements qui sont impossibles, il y a des événements qui sont certains de façon générale là, quand on travaille en probabilité. Mais la question des événements possibles, tu sais, qui sont entre 0,0 ou 0 exclu là, pour cent et entre 100% exclu, là, donc tout ce qui est dans le possible, mais pas le certain ou le impossible. Euh, pour beaucoup d'élèves, ils vont placer ça en fait quelque part sur une droite, souvent à 50%. Et pour eux, un événement possible, ben, c'est comme si il y avait encore de la difficulté à voir les nuances dans quelque chose d'un peu possible, tu sais, d'un peu probable en fait, de possible mais peu probable, de possible mais plus probable, de possible mais vraiment probable et de possible mais très probable sans être certain. Donc ça, c'est comme un élément qui reste à développer dans leur compréhension des événements qui sont possibles. Il y en a qui sont tout à fait capables de le faire, mais de façon générale, on remarque que c'est pas clair pour tous les élèves. Ce qui fait en sorte que quand on leur demande de faire de la mitigation des risques pour des événements qui sont possibles, bien, souvent, ils vont chercher à utiliser des mesures qui sont relativement drastiques
peu importe le niveau de risque, à la seconde où c'est possible. Donc, on a vu des élèves, beaucoup d'élèves, entre autres, qui, qu'on se rend compte que, je sais pas moi, le risque, il est moyen, ben, ils vont souhaiter quand même mettre des murs partout, chercher à voir à déménager des maisons, euh, lorsque ben, des mesures parfois un peu moins draconiennes auraient tout à fait l'affaire. Donc, c'est des apprentissages mathématiques qui sont en cours de construction, là, donc qui font en sorte que les jeunes ont encore certaines difficultés par rapport à associer le niveau de risque au niveau de mesure que l'on prend pour se protéger des inondations. L'entrevue avec une personne enseignante, entre autres, montre que l'enseignant, mais aussi les élèves, ont eu de l'intérêt à travailler avec un nouveau contexte dans les probabilités et les statistiques. C'est-à-dire que souvent, on va présenter des contextes qui sont plus liés à de la loterie, à de la météo, à des jeux de hasard, en fait, là, etc. Et là, de le faire, c'est sûr que les inondations sont liées aussi à la météo, mais de le faire dans un contexte qui est euh, lié davantage au risque, c'est quelque chose qui a suscité l'intérêt. On constate l'importance de la préparation pour maîtriser le contenu, parce que quand on fait des activités liées au risque d'inondation, ben, même si on est prof de sciences comme moi, ben, il faut maîtriser au minimum les aspects géographiques, puis les aspects probabilistes. Même chose si on est prof de géo ou prof de maths. Ce sont des choses qui ne sont pas dans les programmes de façon très claire, très évidente. Donc, ça demande quand même une certaine préparation pour l'enseignant, l'enseignante, qui soit prof de n'importe quoi, d'être capable d'enseigner des choses qui sont aussi interdisciplinaires. Par ailleurs, la séquence n'est pas suffisante pour couvrir l'ensemble du chapitre sur les probabilités statistiques, c'est-à-dire que les élèves ont dû faire des exercices supplémentaires pour être capable de maîtriser le contenu lié aux probabilités et aux statistiques. Il faut quand même savoir que le but de la séquence, c'était pas d'être exhaustive par rapport à ce qu'il y avait à apprendre en lien avec ça, mais c'était pas, ça complétait pas la section au complet. Il fallait pouvoir en faire un peu plus. Il y a aussi des difficultés qui sont liées au vocabulaire qui est associé au risque. Nous-mêmes, de s'entendre sur ce qui est exactement l'aléa, le risque, etc. Entre autres parce que on va souvent, dans la vie quotidienne, utiliser le mot risque pour présenter des probabilités. Donc, on l'entend là, à la télé, le risque de pluie est de 60 pour cet après-midi. Ben là, c'est pas ça que ça veut dire ici, le risque. Donc, c'est de s'assurer d'arrimer son vocabulaire pour que ça fonctionne bien. Les élèves aussi ont eu un intérêt particulier pour les activités de simulation, des roulettes, des dés, ce genre de choses-là. Ils ont parfois eu de la difficulté à lire puis à employer certains graphiques, entre autres ceux qui présentaient des hauteurs d'eau en fonction du temps. Les élèves disent avoir appris sur la période de retour. On n'est pas beaucoup habitué d'entendre ce vocabulaire-là au quotidien. Ils ont appris sur des mesures pour mitiger les risques d'inondation, puis aussi sur l'idée selon laquelle les inondations, ben, c'est un phénomène qui est de nature probabiliste. Les élèves étaient aussi surpris qu'on ne leur ait pas parlé vraiment du coût financier associé aux mesures. Qu'est-ce qui coûte plus cher? C'est des questions qui posaient beaucoup. Si je veux mettre un mur, ça coûte cher. Si je veux mettre des sacs de sable, est-ce que ça coûte cher? Donc ça, nous, on a mis ça un peu de côté et les élèves auraient voulu qu'on en parle, auraient voulu en tenir compte dans les activités. Donc, pour la suite des choses, bien, il nous reste à faire des dernières modifications de la séquence parce qu'au fur et à mesure qu'on est allé l'expérimenter dans des classes, bien, on a eu plein de commentaires ultra pertinents d'élèves, d'enseignants, d'enseignantes. On s'est rendu compte aussi avec certains résultats qu'il y avait des petits changements à faire. Il faut dire, si on ne l'a pas dit jusqu'à maintenant, mais qu'il y avait des enseignants, enseignantes, experts qui avaient regardé, évalué la séquence aussi, avaient commenté avant qu'on le teste avec des élèves. Il nous reste à continuer et terminer l'analyse des données et continuer, dans le fond, la diffusion des résultats du volet recherche. Donc, on avait dit que ça allait durer environ 40 minutes. On est à 42, 43 minutes. Donc, je vais m'arrêter ici. Je voudrais vous remercier pour, dans le fond, votre écoute. On est intéressé à discuter avec vous. Vous avez nos coordonnées si vous voulez nous contacter et vous avez tout ce qu'il faut pour accéder aussi au diaporama si vous souhaitez le consulter. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation super intéressante. C'était très, très le fun. Donc, je vais ouvrir la salle. Les gens qui veulent prendre la parole, juste soit lever la main ou même prendre la parole directement, il n'y a pas de problème. Si jamais vous voulez poser vos questions dans le chat, juste les écrire, puis je vais les lire.
Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des mains levées ou qui veulent prendre la parole? Merci pour le partage. Ça me permet de voir les écrans des gens. Euh, donc, Jean-Bernard qui a la main levée, tu peux y aller. T'es sur mute par contre encore, on t'entend pas. Je suis heureux de constater que vous avez soulevé une des deux questions que je me posais, qui sont des composantes importantes par rapport à l'ensemble des inondations. Je comprends aussi que vous êtes dans un cadre qui vous limitait à ne pas toucher l'ensemble de toutes les questions susceptibles d'être discutées dans le domaine des inondations. Mais quant à moi, par rapport à votre présentation, qui est excellente et que je trouve que l'expérimentation dont vous avez parlé est très révélatrice, surtout dans la perspective que vous êtes dans un processus de formation de futurs citoyens, qu'on veut devenir des citoyens responsables qui sachent prendre des bonnes décisions pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur milieu de travail ou toutes choses semblables. Mais c'est dans ce sens-là que vous avez soulevé qu'ils ont eux-mêmes relevé la question des coûts et que cette question-là est restée un peu en suspens, alors que c'est devenu, à cause de l'accroissement des inondations et de leur variation de toute forme et de la multiplication des types d'aléas qui les créent et la superposition de ces types d'aléas sont devenus cruciaux dans les circonstances à cause des données sur les assurances et sur le dédommagement des citoyens par rapport à aux choses qu'ils ont à payer ou à réparer. Alors, c'est une préoccupation, moi, que je trouve qui est très normale, surtout de la part de jeunes de 14 ans, de se poser cette question-là, parce que probablement que c'est le genre de question dont ils entendent parler à la maison. Et ça me mène au deuxième volet que vous n'avez pas abordé. Peut-être qu'il y a quelque chose dans cette perspective-là aussi. Mais je pense que vous ne l'avez pas mentionné, mais ça serait été intéressant peut-être que ça s'est fait dans le cadre même de l'enseignement, de se relier à des expériences personnelles que les enfants ont vécues dans leur famille, dans leur milieu, ou par rapport à ce que les médias rapportent, ou toutes choses semblables. En d'autres mots, de commencer à ouvrir sur l'aspect de l'impact social des inondations. Je comprends que par rapport aux disciplines et au cadre disciplinaire dont vous avez parlé, même interdisciplinaire, ce n'est pas nécessairement inclus, mais il reste que il me semble que ça a dû jouer en pratique là, quand il y a eu des discussions entre les jeunes, entre eux. Alors, si je Oui, lève la question à titre d'intérêt, parfait. J'ai vu que Mathieu voulait y répondre. Mathieu, je te la laisse. Bon, ben, peut-être pour la première partie, peut-être juste revenir sur, effectivement, c'est passé un petit peu vite, mais tout à l'heure, quand je vous ai montré un tableau où on voyait les méthodes de protection, puis il y avait les coûts et l'efficacité, mais on avait décidé un peu volontairement les coûts de les laisser de manière qualitative, modérée, élevée, très élevée. Et là, c'est là qu'ils ont dit, les élèves disaient, on aurait aimé avoir que ce soit pas qualitatif, finalement, que ce soit quantitatif, mais nous, on voulait pas. Évidemment, ça dépend, là. Ça dépend de la maison. Réinstaller une maison, ça dépend évidemment de la maison. Donc, on voulait rester qualitatif comme ça. Mais les élèves, c'est comme s'ils disaient, OK, on arrive à se positionner, mais on n'a pas suffisamment d'informations. Fait que, comme vous dites, on pense aussi que c'est une bonne chose que les élèves sentent qu'ils ont besoin davantage d'informations pour prendre la décision. Dans le deuxième volet, concernant l'aspect social, moi, pour avoir été, en avoir vu une partie là, de la collecte de données, puis Chantal pourrait en témoigner aussi, là, on en a vu aussi des bons bouts, mais les élèves partagent leur vécu, c'est même attendu dans les pré-tests, post-tests, on leur demande, on leur pose ces questions-là,
Puis, il y a certaines activités où on leur demande aussi de se positionner. Est-ce que c'est déjà arrivé, ça t'est déjà arrivé? Donc, de faire des liens avec leur vécu, ils en entendent parler. Et c'est même là qu'on a eu certaines questions qu'on n'attendait pas nécessairement, qui étaient du genre une inondation parce que mon chauffe-eau brise. Est-ce que c'est une inondation? Est-ce que c'est une inondation naturelle versus... donc, on s'attendait pas à certains types de questions, mais les élèves ont réussi en fait à s'ancrer dans leur vécu, dans leur expérience. Donc, ça, on l'a vraiment vu avec les élèves. Vas-y, Si je peux me Chantal. permettre juste d'ajouter un peu, effectivement, puis les coûts pour moi, avoir fait une visite de terrain avec un groupe, entre autres, je veux dire, quand on leur a donné, parce qu'ils étaient là sur le terrain, ça a été quoi les coûts d'un bassin de rétention, je veux dire, construire ça, là, ils ont comme fait, ah, OK, puis bon, ils font des référents avec ce qu'ils connaissent, là, mais ça se calcule en millions, fait que, tu sais, c'est certain que dans ce cas-ci, c'est très marquant, puis oui, le lien avec les expériences personnelles se fait. Des élèves qui ont, par exemple, qui venaient d'autres pays disaient, ben moi j'en ai parlé à mes parents, puis mes parents m'ont parlé de ça. Fait que des fois, c'est soit qu'ils l'ont vécu eux-mêmes ou que ça suscite une discussion avec les parents. L'analyse plus fine va nous permettre de voir ça. Et l'analyse plus fine va aussi nous permettre de voir, parce que dans les groupes de discussion avec les élèves, des fois aussi ce qui ressortait, puis c'est un couteau à double tranchant, il y en a qui disaient, ben oui, j'ai appris des choses, mais moi j'habite en haut d'une côte, fait que ça me préoccupe pas. Donc, le lien avec l'histoire personnelle ou l'expérience personnelle, quand il y en a une, oui, puis en même temps, quand ils considèrent, mais bon, en même temps, c'est signe qu'ils commencent à comprendre c'est quoi les critères ou les lieux où on est plus exposé à une inondation, etc. Donc, d'un point de vue, je vous dirais, de l'acquisition de connaissances ou d'une certaine compréhension, on se dit, OK, au moins, c'est parce qu'ils comprennent c'est quoi les zones plus à risque, moins à risque, en fait, les secteurs, tout ça, mais ça peut jouer dans ce sens-là aussi. Fait que c'est intéressant. Mais ça, on a, avec les données de groupes de discussion, on a des données qualitatives. Puis c'est ça. On a fini les dernières entrevues de groupes de discussion il y a moins d'un mois avec les élèves. Fait que là, on a comme tout ça, là. Fait que mais sûrement que ce sera des pistes qu'on pourra, là, effectivement, là, explorer davantage, là, parce qu'il y a de l'information riche, là, aussi. Excusez, mon micro allume, éteint, allume, éteint. Je compléterais là-dessus en disant que ce qui est particulier avec des jeunes du premier cycle du secondaire, c'est que on cherche à ce que ça soit accessible, qu'on puisse voir la complexité, qu'on puisse toucher aux principaux éléments, mais ça implique nécessairement de faire des choix parce qu'on a un temps qui est relativement limité, parce qu'il y a trois disciplines qui sont touchées, mais aussi parce que justement, ben, ils ont 13-14 ans, donc ils sont capables de s'approprier plein de choses, mais tu sais, pas nécessairement avec le même niveau d'expertise qu'on pourrait avoir quand on est spécialiste du sujet. Donc ça a impliqué des discussions vraiment intéressantes sur jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on met de côté. On ne veut pas manquer de rigueur, mais en même temps, on ne peut pas voir tous les éléments. Donc ça a nécessité des discussions puis des réflexions sérieuses dans notre travail. Fait qu'on est consciente que c'est pas absolument tout qui a été touché, mais qu'on essayait de faire la meilleure présentation générale du thème avec le temps qu'on avait, mais ça nécessite vraiment des conversations intéressantes puis des réflexions en profondeur. On s'en est vraiment rendu compte. Merci beaucoup. Avant de laisser la parole, je veux juste informer les gens là, que dans le chat, il y avait plusieurs liens qui étaient là, si vous voulez les copier avant que, que la rencontre se termine. Il y avait des liens pour la présentation, pour le site web, pour des exemples de tâches et compagnie. Donc, en tout cas, je vous invite à les prendre en note au besoin. Et je laisse la parole à Marianne. Salut, merci beaucoup pour la présentation. Ça fait longtemps que je suis le projet. J'avais vraiment hâte d'en entendre parler un peu plus. Puis là, ma question, en fait, qui est plus un genre de commentaire, Audrey, tu viens de parler, là, tu sais, l'idée de la complexité, puis je voyais dans les différentes tâches que vous proposiez, par exemple, dans la tâche où on donne des informations sur des quartiers, puis là, il y a plein de flou, là, tu sais, puis les élèves peuvent se baser sur plein d'informations pour un peu évaluer le risque. Puis je me demandais s'il n'y avait pas un risque, justement, de glissement, par exemple, que des personnes enseignantes ou, tu sais, que des élèves même s'attendent à une tâche dans laquelle il y a une seule bonne réponse. Tu sais, il y a même un corrigé dans lequel on voyait passer les bonnes réponses, les réponses attendues. Puis je me demandais, est-ce que, tu sais, de quelle manière vous aviez géré là, cette complexité
complexité-là. Puis l'idée qu'il y a un élève, par exemple, qui choisit de moins se baser sur des informations financières, mais peut-être plus sur des informations sociales, justement, comme on disait tantôt, ou même sur des aspects éthiques. C'est un élève qui dirait, ouais, ben là, ici, le quartier vaut moins cher parce qu'il y a plein de maisons, mais elles sont toutes de moins de valeur. Donc, c'est peut-être des gens qui ont moins de revenus. Donc là, peut-être que ces gens-là, on veut plus les protéger. Tu sais. Donc, tu sais, des élèves qui sortiraient ce genre d'informations-là, euh, plutôt que d'aller dans une posture ben, nous, experts, on considère que les mesures de prévention sont trop extrêmes par rapport aux risques, mais peut-être, tu sais, d'ouvrir, de laisser la place à des réflexions sur d'autres informations qui permettent d'évaluer le risque avec les élèves. Donc, je me demandais un peu comment vous avez géré ça. Oui, ben ça, c'est un questionnement qui est super intéressant. Puis dans le programme de sciences et techno en particulier, je pense que c'est valable dans les autres aussi, mais quand on travaille sur la première compétence, là, on a trois compétences au secondaire en sciences et techno. Puis la première, c'est de travailler sur des situations problèmes. Puis, par définition, les situations problèmes vont avoir plusieurs solutions possibles. Tu sais, penser à de la conception technologique. Ben, dans le travail des ingénieurs, il y a plusieurs façons de produire quelque chose. Ben, ici, ou dans nos démarches, ça c'est de la compétence 2 en sciences et techno, mais de construction d'opinion. Tu sais, quelles seraient de bonnes mesures pour contrer telle situation ou faire face à telle situation? Bien, ça, c'est pris en compte. Mais c'est c'est quelque chose qui est quand même difficile pour les enseignants, puis les enseignantes, puis les élèves, d'avoir cette réflexion de plus en plus complexe-là, puis d'expliciter sur quoi on s'est basé pour prendre notre décision. Et c'est pour ça aussi que dans notre corrigé, ben, ce sont souvent des exemples de réponses ou de discussions, puis d'éléments à prendre en considération. Puis d'ailleurs, exemple, dans le corrigé, il y a des fois où on coche deux évaluation approximative du risque. Il y a des cas où c'est comme évident que c'est pas un risque presque nul, puis c'est évident que c'est pas un risque très élevé, mais on en coche deux, trois. Ce qui fait en sorte que c'est vraiment une vision qui se veut globale, qui se veut relativement tu sais, qualitative, mais l'idée aussi, c'est d'essayer d'éviter deux dérives. Puis je te donne la parole tout de suite après, Mathieu, je vois que tu veux ajouter quelque chose. Deux dérives qu'on appelle dans le vocabulaire en sciences une dérive autoritariste. Il y a une et une seule bonne réponse, puis c'est celle-là. Il faut se baser sur l'argent ou il faut se baser sur je sais pas quoi là. Tu sais. Donc, ça, c'est une dérive autoritariste. Puis la dérive relativiste, qui est celle selon laquelle tout se vaut et que chacun peut avoir son opinion. Tu sais, dans le cas du risque d'inondation, ben, il y a des choses qui ont quand même pas d'allure. Exemple de dire, ben, ceci est un endroit qui est vraiment très à risque, puis on va aller rajouter plein de maisons parce que ben, c'est beau. Tu sais, ça, normalement, c'est pas considéré comme acceptable non plus dans le raisonnement. Donc, c'est d'essayer de chercher à amener les jeunes à éviter à la fois le risque autoritariste, la dérive autoritariste, puis la dérive relativiste, ce qui est quand même un travail qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et quelques années, là. Donc, voilà, mais c'est comme ça qu'on le réfléchit. Mathieu. Oui, merci pour la question, Marianne, qui ne me surprend pas. Oui, puis j'ajouterais en fait que effectivement, on a des corrigés, mais pas pour toutes les activités. Moi, j'ai choisi justement dans celle du bloc en maths de ne pas mettre de corrigé, mais de plutôt mettre certains exemples de réponses ou parce que justement, c'est d'amener les élèves à discuter puis à partager, à se positionner parce que, comme j'ai dit précédemment, leur tolérance au risque n'est pas la même. Puis ce sur quoi on s'appuie, sur quelles informations parmi un ensemble, une complexité d'informations, mais je pense que c'est quelque chose qui est important à développer dès le secondaire parce que euh, on a tendance, peut-être trop souvent, selon moi, en maths au secondaire, un peu comme tu dis, à attendre une bonne réponse, puis là, c'est voici la structure, on doit se servir de cette donnée-là, puis cette donnée-là, alors que dans le monde, dans la vraie vie, ben, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc là, c'est ce qu'on a voulu tenter un peu plus. Il y a, pour avoir fait de l'accompagnement des enseignantes et enseignants avant en préparation, on s'est rendu compte qu'il y en a qui sont bien à l'aise avec ce cadre-là, plus ouvert, là où on ouvre sur des discussions de groupe, et pour d'autres, un peu moins, c'est un petit peu plus difficile. Donc, c'est quelque chose qu'on a vécu. Puis, je voulais juste dire, on n'en a pas parlé plus tôt, mais je voulais juste ajouter qu'on a utilisé ce genre d'images-là. En fait, on avait préparé des images de scénarios d'inondation pour montrer un petit peu aux élèves que quand on faisait une simulation et on disait, ah, ben là, dans ce cas-là, on a été inondé un peu, puis on qualifiait comme des inondations euh, plus légères, plus significatives et tout ça, en lien avec les périodes de retour, ben là, on pouvait montrer que voici un quartier, par exemple, voici à quoi ça ressemble quand il n'y a pas d'inondation, puis quand il y a une petite inondation, ben voici, donc on prenait des images, et là, on dit, OK,
Et là, on atteint aussi c'était assez intéressant de voir la réaction des élèves. Et là, quand on arrive là, dans des cas où dernier scénario, par exemple, on est ici là, sur une période de retour de 100 ans, les élèves réagissent. Là. Les élèves sont capables de dire, oh là là, ça va pas bien là, présentement. Donc là, c'était bien justement de voir ces réactions-là des élèves et sans qu'il y ait une bonne ou une mauvaise réponse, mais de leur donner ces informations-là puis de les faire un peu réagir. Ouais, puis, si je peux compléter rapidement effectivement ce que tu dis, Mathieu, c'est qu'il y a effectivement cette volonté d'ancrer sur des territoires, en fait, d'avoir quelque chose, parce que le risque sinon, c'est de, sans jeu de mots, c'est de parler dans l'absolu sur des principes, mais de rester un petit peu en dehors de la question réelle. Donc il y a eu effectivement cette volonté dès le début d'ancrer ça dans des territoires le plus possible, d'ancrer ça dans des situations qui permettent aux élèves de penser ce que vous avez proposé, c'est-à-dire de réfléchir à des critères, à des conséquences sur des situations qui sont au Québec. Parce que c'est aussi un... Alors c'est peut-être un constat, encore une fois, on n'a pas beaucoup développé dans les programmes, mais ce qu'on constate, c'est que la présentation du risque, elle est pas mal faite en géographie, je te le complétera peut-être, mais elle n'est pas forcément faite du tout au Québec. Et pourtant, c'est difficile d'imaginer quelque chose qui fonctionne pour un territoire en étudiant une étude de cas qui est à Manille ou ailleurs. Donc voilà, il y avait aussi cet aspect vraiment territorial qui était important, pas uniquement en géographie, mais aussi en parlant en sciences et en mathématiques et de faire une approche interdisciplinaire par rapport à ça. Donc, Merci beaucoup. merci. Il est rendu 1h02. Il nous reste une main levée. Est-ce que vous avez le temps pour répondre? Je vois des oui. Oui, donc, Christin, je te laisse la parole. Oui, Et après ça, merci. par contre, on va fermer. Oui, en fait, merci. En fait, j'allais pas poser ma question, mais c'est par rapport à l'image juste. Je trouve que c'est très intéressant un tout petit peu aborder l'inondation avec les élèves, mais c'est quand vous avoir vécu une inondation, montrer l'image, mais les impacts ou est-ce que ça, ben, dans la formation, on n'a pas remarqué avec les focus group, comme vous avez parlé aussi, les élèves, ah, c'est inondé, ça fait peur, le côté psychosocial. Ben, ça se peut que c'est un autre chapitre, mais est-ce qu'on sent pas ça ou qu'est-ce que les élèves ont pu faire ressortir, soit pour avoir vécu l'inondation ou bien pour avoir un tout petit peu dit, ben, eux, c'est pas le même ressenti avec leurs parents qui ont parfois vécu, qui ont tout perdu. Mais comment est-ce que ce côté-là, c'était pas, on pouvait pas tout aborder, je comprends, ces côtés plus techniques de l'inondation, comprendre l'inondation, les différents types. Merci. Je peux me permettre d'y aller, Audrey? Oui, en fait, c'est ça. Ben, c'est certain que d'aborder les aspects techniques là, ou des inondations, ça permettait là, de donner une balise à tout le monde. Puis il faut savoir que c'est un projet qui est fait autant, qui est préparé autant pour des élèves qui vivent dans des écoles près d'une rivière, en milieu inondable, que des gens qui habitent dans un secteur, des élèves qui habitent dans un secteur où ils seront, en tout cas, si on regarde le secteur de l'école, ça sera vraisemblablement jamais inondé. OK, donc c'est pour ça qu'on insistait là-dessus, mais en même temps, c'est vrai que tout l'aspect, puis on pourrait parler plus largement de l'éco-anxiété, mais tout l'aspect là, de qu'est-ce que ça crée, il y en a dans les focus group, mais comme on vous dit, là, on est en train de faire l'analyse, mais pour avoir fait ces focus group-là, il y en a, tu sais, qui vont dire, ben là, moi, maintenant, ça me stresse. Il y en a qui ont dit ça. OK? Et on avait des questions dans notre post-test qui vont nous permettre de mesurer si ça a créé ça. Fait que ça se peut que ça ait créé ça chez certains jeunes. En même temps, comme je le disais tantôt, il y en a qui font comme ah ok, few, mais puis il y en a aussi tout dépendant. On insistait aussi beaucoup sur, dans les dernières activités, on l'a pas présenté dans la présentation, mais c'est quoi les solutions? Qu'est-ce que je peux faire? OK, donc c'est vraiment, fait, on parlait faire des murs, mais OK, les trottoirs éponges, d'avoir une trousse 72 heures. Dans un des contextes, il y a dans une classe, donc elle a pu faire venir une personne qui paierait de la Croix-Rouge qui présentait la trousse 72 heures. Fait que ça, c'est quelque chose que les élèves ont vraiment retenu. Fait que ça permet un peu, disons, de tempérer ou de faire en sorte que pour les jeunes pour qui ça se dit, oh mon Dieu, ben des inondations, OK, finalement, ça peut faire des gros dégâts, tout ça, ça permet de tempérer un peu, mais on espère être capable de mesurer ça un peu parce que la mesure de la perception de l'inondation, là, puis comment ça peut être anxiogène ou non, on avait quelques éléments là pour évaluer ça, mais clairement, c'est quelque chose qu'on veut essayer là, de prendre en compte, mais c'est pas l'aspect principal, mais on espère avoir un peu de données là-dessus quand on va avoir fait notre analyse plus fine.
Merci beaucoup. C'était vraiment super C'est intéressant. Donc, ben, ça met fin à notre webinaire. Merci à vous, vous trois, les panélistes, et à Chantal d'avoir aussi embarqué dans les questions. Donc, je vous rappelle que le webinaire va être en ligne sur notre chaîne YouTube en début de semaine prochaine. Et Eva avait mis le lien sur le chat. Donc, merci à tous. Bon week-end. Merci beaucoup. Merci.